Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 23 octobre 1940, nous sommes en mer d'Irlande, sur un cargo anglais qui est en train de faire route vers Liverpool, et à bord, il y a un Français de 22 ans. Il s'appelle Claude Lamiraud. C'est un jeune homme tiré à 4 épingles, coupe de cheveux et moustache soignée, avec de beaux yeux bleus. C'est un jeune bourgeois, disons, qui regarde la côte anglaise, plein d'espoir, plein de volonté de poursuivre le combat. Vous imaginez, octobre 1940, le fond du gouffre pour la France. Lui, Claude, était dans un régiment de chasseurs alpins. Il a été démobilisé après l'armistice qu'a signé le maréchal Pétain, mais il n'a pas accepté que la France capitule. Il a beau être nationaliste et même royaliste, avant-guerre il militait à l'Action française, il est tout à fait hostile au régime de Vichy et à la collaboration. C'était le cas de beaucoup de gens de l'Action française au demeurant. Il a donc décidé de rejoindre Londres par tous les moyens. Il est passé par Perpignan, par Tanger et Gibraltar. Enfin, vous savez, tout ce trajet qu'ont fait tellement de gens après lui, quelques-uns avant, il faut le dire. Avec 2 autres Français à Gibraltar, il a réussi à monter à bord de ce fameux navire anglais qui fait que maintenant, il fait route vers Liverpool. Claude Lamiraud. Arrivé à Londres, les 3 hommes qui, donc, comme ça, ont réussi à échapper au territoire français sous occupation, se présentent au bureau de la France libre. On est à Carlton Garden à l'époque, bien sûr. Et là, disons-le, c'est la douche froide. Un officier du général de Gaulle les reçoit avec une certaine méfiance, il les prend de haut, pour tout vous dire, peut-être à cause de leur jeunesse, ou des opinions politiques de Claude, c'est possible. En tout cas, les garçons sont perplexes, ils sont déçus, disons-le, et très vexés. Claude Lamiraud a cependant un plan B, comme nous disons. Dans l'hôtel tenu par ses parents en France, à Maison Lafitte, il avait rencontré 2 frères anglais, les frères Archibald, qui travaillent pour les services secrets britanniques. Et bien, il se dit que puisqu'il est là, il est à Londres, il va aller les voir. Et là, l'accueil est très différent de ce qu'avait été l'accueil dans les bureaux de la France libre. Les frères Archibald le mettent en relation avec Wilfred Dunderdale, qui est un des membres du MI6, vous savez, le Military Intelligence 6. Ce MI6 recrute des Français à cette époque-là pour essayer d'aller espionner en France, bien sûr, aussi bien en zone occupée qu'en zone libre d'ailleurs. Et voilà comment Claude Lamiraud, avec ses 2 camarades, va se retrouver enrôlé par les Anglais plutôt que par les Français. Et comment il devient donc agent du MI6. Disons les choses, c'est plus par hasard que par conviction. Mais c'est comme ça. Et ça va vite. En 2 mois, les 3 jeunes gens apprennent à sauter en parachute, à se servir d'un émetteur radio. Ils apprennent des méthodes de chiffrage, un petit peu rudimentaires encore, bien sûr. Et puis c'est tout parce que le temps presse. Dunderdale juge Lamiraud déterminé. Il est débrouillard, ce garçon. Il est persuasif. Il lui annonce, prépare-toi, tu vas être parachuté en France à la prochaine pleine lune. Et voilà comment. Dans la nuit du samedi 11 janvier 1941, notre Claude, 22 ans, se trouve dans cet avion de la Royal Air Force. Il est en train de survoler la Manche, bientôt la Normandie, il est au-dessus de la Loire. On ouvre la trappe, go, go, go! Et il saute aux alentours de Blois, dans la campagne, avec de l'argent, avec un poste émetteur. Et puis maintenant, il va bien falloir se débrouiller. Franck Ferrand sur Radio Classique. En France, Claude n'est pas en terre inconnue. D'ailleurs, il rentre chez lui à Maison Lafitte, à l'hôtel de ses parents. Il va y retrouver sa jeune femme, Denise, et leur nouveau-né. Et là, il se met au travail, parce qu'il a un ordre de mission, obtenir du renseignement tous azimuts. Quand on dit du renseignement, les Anglais veulent tout savoir, sur un plan militaire, politique, économique, industriel. Et pour ça, il faut développer un réseau d'informateurs et de complices, et repérer des zones de parachutage et d'atterrissage pour les pick-up par avion. Il faut monter des expéditions de renseignements, organiser les futures livraisons d'armes, d'argent, de personnes. L'Amiraud peut d'abord compter sur sa famille et sur sa jeune femme Denise qui va l'assister, mais disons-le, c'est un petit peu court quand même. Alors il se tourne vers un ancien camarade du régiment des chasseurs alpins d'Annecy. Il y a une solidarité à la vie, à la mort entre ces anciens des chasseurs alpins, vous savez, et le garçon en question s'appelle Pierre Antic. Antic, ça s'écrit Hentic.
Ce Pierre Antique, alors lui c'est tout l'inverse de l'Amirault. Lui il est de père inconnu et de mère qui était une domestique. Il est pupille de la nation. Il a grandi dans les faubourgs de Ménilmontant puis à l'internat dans une famille d'accueil et lui milite à gauche, enfin militait avant la guerre puisqu'il vendait l'Avant-Garde, le journal des jeunes communistes. C'est assez amusant, vous voyez cette opposition politique de ces deux jeunes gens qui se sont retrouvés chez les chasseurs alpins. Ils auraient pu faire le coup de main l'un contre l'autre avant la guerre, on peut dire. Mais maintenant, ils ont un ennemi commun, le nazisme et accessoirement Vichy. Antique accepte lui aussi de travailler pour les Anglais. Alors, immédiatement, ils vont faire feu de tout bois. On voit Antique qui fait parler un certain nombre de ses camarades qui travaillent aux usines Renault de Billancourt. Il obtient d'eux des premiers renseignements sur la production de chars d'assaut pour la Wehrmacht, par exemple. Les parents de Denise Lamirault, qui tiennent un restaurant près du chantier naval Jouette à Sartrouville, rapportent tout ce qu'ils entendent sur la fabrication de vedettes lance-torpilles. Lamirault et Antique vont sillonner la banlieue de Paris pour essayer de repérer l'emplacement de batteries anti-aériennes allemandes et ils reçoivent l'appui d'un troisième homme qui lui est arrivé de Londres avec Lamirault. Il faisait partie de ces parachutés, c'est Eugène Perrault. Petit, menu, sec, des yeux d'une vivacité extraordinaire, plein de douceur, dans un visage exprimant une grande intelligence. C'est ainsi que Antique lui-même le décrira. Perrault a été formé comme opérateur radio. Alors, c'est un réseau qui est en train de se mettre en place, dirigé par Lamirault, bien sûr, réseau qui prend un véritable essor. Le MI6 leur envoie plus d'argent, il leur envoie du matériel de transmission, et on va appeler le réseau Jade Fitzroy. Jade comme la pierre précieuse, compacte, résistante. Cette pierre capable de couper le verre, notamment. Et Fitzroy, c'est la branche du réseau en zone occupée. Fitzroy comme fils de roi en ancien anglais, ce qui n'est pas pour déplaire à Lamirault. Le réseau Jade comporte une autre branche plutôt implantée en zone occupée, la branche Amicole qui est dirigée par Claude Arnoux et Philippe Keun. Tous ces hommes sont parmi les premiers résistants et ce sont des résistants ultra actifs, vous avez bien compris. Ils prennent des risques incroyables parce que n'oubliez pas qu'en face d'eux, il y a le contre-espionnage allemand quand même, Il y a la Gestapo, il y a l'Abwehr, puis il y a aussi la police de Vichy avec son bureau des menées antinationales qui se lance dans une espèce de traque impitoyable pour essayer de les identifier, pour essayer de les éliminer. Vous écoutez Radio Classique. Alors parmi les missions qu'ont à accomplir ces résistants d'un réseau anglais en pleine France occupée, l'une des plus périlleuses, c'est celle qui consiste à envoyer des messages. C'est le rôle d'opérateur radio. Il faut trouver d'abord des complices qui veuillent bien prêter leur logement pour héberger la station d'émission. Et puis il faut toujours changer d'adresse, évidemment. 2 personnes doivent faire le guet. Et puis surtout, il faut un expert radio. Plus l'activité du réseau s'accroît et plus le nombre de ces transmissions va devoir augmenter. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, c'est jusqu'à 3 fois par jour, avec des émissions de plus en plus longues, donc de plus en plus risquées, parce qu'en face, vous avez les détecteurs allemands qui recherchent ces ondes, bien sûr, et qui souvent les trouvent. Le 29 avril 1942, à Sartrouville, une station clandestine est ainsi détectée par l'Abwehr. L'ami de Lamirault, qui s'appelle Eugène Perrault, le frère de Denise Lamirault, qui s'appelle Bernard Rousselot, sont interpellés. Perrault va être torturé, il va être fusillé. Quant à Rousselot, on le condamne aux travaux forcés. Antique, à ce moment-là, il craint d'être identifié pour cause. Alors il va passer cette fois définitivement à la clandestinité. Et il a raison parce que très peu de temps après, la police placarde sur les murs de Paris une liste de terroristes, je mets entre guillemets ce mot, en tête les noms de Pierre Antique, Claude et Denise Lamirault. Ça y est, c'est le premier coup dur qui est porté au réseau. J'allais dire rassurez-vous, non, plutôt inquiétez-vous car c'est loin d'être le dernier. Aglan Alia, qui a écrit Mémoire résistant, le réseau Jade Fitzroy, qui est paru en 1994, nous dit: les demandes de renseignements militaires formulées par les Anglais se présentent sous forme de 4 questionnaires à guerre, aviation, usine et marine. De rigoureuses consignes sont transmises concernant la rédaction de ces rapports, qui doivent être accompagnés de cartes, plans, dessins, prises au sol, dont la durée de validité est obligatoirement limitée dans le temps. Les documents devaient être datés, ce qui fait qu'ils sont assez vite périmés. Forcément, les Anglais se montrent de plus en plus exigeants.
Et pour transmettre tout ça, il faut multiplier les opérations par avion, les pick-up. Le MI6 envoie le plus souvent de petits monomoteurs qu'on appelle les Lysander. On les envoie de nuit, quand la lune est claire. On appelle ça des lunaisons. Et une nuit, à la fin du mois de mai, pas loin de Bourges, alors qu'un de ces avions doit ramener Antique à Londres, l'avion n'arrive pas à redécoller. Il s'embourbe. Le pilote fait ronfler le moteur pour se dégager. Antique s'éloigne pour tenter de trouver de l'aide, et voilà qu'il tombe sur un piquet de gendarmes, et immédiatement il est coffré. Alors au poste, il va jouer carte sur table. Il va faire valoir son action dans la résistance, il mise sur la complicité des gendarmes, en tout cas sur leur indulgence, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça marche. Ils vont fermer les yeux, ces gendarmes, ils vont le laisser s'échapper. Tout au long de l'année 42, le réseau va se développer en sous-branches. On en comptera jusqu'à 10 organisés par région, par spécialité. L'oncle et la tante de Denise Lamirault, qui s'appellent Monsieur et Madame Champion, vont développer tout un groupe dans les PTT. Ils surveillent les dispositifs de communication dédiés aux Allemands. À la SNCF, il y a un autre groupe qui note les voies de chemin de fer empruntées par la Wehrmacht. C'est toujours notre auteur, Agranalia, qui souligne. Le réseau doit être considéré avant tout comme un regroupement ou une association de bonne volonté, non comme une formation d'agents secrets d'élite. Tout va changer au moment de l'invasion de la zone libre. Vous savez, c'est le grand point d'inflexion pour la France de cette Seconde Guerre mondiale. On est en novembre 42, Hitler envahit la zone libre. Lamirault recrute à ce moment-là des informateurs à Toulon et Marseille pour continuer de renseigner le MI6, mais cette fois sur le trafic maritime là-bas dans la région. Le réseau Jad Fitzroy se replie à Lyon pour essayer de se rapprocher de la Suisse, parce que l'attaché militaire britannique en Suisse était plus facilement accessible. C'est aussi à Lyon que sévit, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, un certain Klaus Barbie, le patron de la Gestapo locale. Il renforce les équipes de détection, l'opératrice radio Gilberte Champion avec son complice Jean Fuchs vont tomber dans les filets de Barbie. Ils sont torturés pendant 1 mois à l'hôtel Terminus, ensuite elle est déportée à Ravensbrück, lui serait fusillé. Denise Lamirault va remplacer Gilberte dans les groupes des radios comme les soldats d'une armée. On imagine le courage de ces gens qui viennent remplacer des personnes qui ont été comme ça arrêtées, torturées, déportées ou fusillées. Le réseau va se déployer aussi dans l'Ouest. Alors il faut décrire pour les Anglais et pour les Alliés les défenses allemandes sur toute la côte atlantique, ce mur de l'Atlantique, sur la côte de la Manche aussi. On est en train déjà de préparer le débarquement et là encore il y a une multitude de petites informations qui, quand on les met bout à bout, peuvent finir par changer la situation. Dans les maisons closes de Brest, les prostituées, par exemple, sont mises à contribution pour rapporter les confidences sur l'oreiller d'un certain nombre de soldats allemands. Dans la Somme, c'est un lycéen, Guy Datt, qui va faire le tour à bicyclette des installations allemandes et qui signalera des sortes de rampes de lancement. Ben oui, c'est les dispositifs qui plus tard expédieront les missiles V1 sur l'Angleterre, vous savez. Bref, tous ces petits repérages sont très précieux pour les Alliés. Ils se comptent maintenant par centaines. À Londres, on décide que les pick-up en avion de nuit ne suffisent plus. Il y a maintenant trop d'hommes et de femmes à exfiltrer vers l'Angleterre. Alors, il y a des espions, des résistants, mais aussi des pilotes de la RAF qui sont toujours plus nombreux à tomber sur le sol français. 15 avions sont abattus pour le seul mois d'août 43, pour vous donner une idée. Donc, on va envoyer des navettes de la marine britannique la nuit le long des côtes bretonnes pour aller récupérer ces groupes de clandestins. Antique, qui déjà était responsable des pick-up aériens, est maintenant chargé d'organiser les embarquements. Une nuit de décembre 1943, il conduit 24 hommes et femmes sur une île déserte en prenant 1000 précautions, nous dit Pierre Anquetin qui a préparé cette première émission de la semaine spéciale. Ils attendent toute la nuit, mais la navette qui devait les récupérer n'apparaît pas. Le capitaine s'est trompé d'île. Antique doit à nouveau cacher les fugitifs dans des fermes du bocage ou même à Brest. 2 autres tentatives vont se solder encore par des échecs parce que le temps n'est pas bon, il y a une tempête. C'est seulement la 4e de ces tentatives qui va être la bonne. On peut dire que là, c'est un miracle si personne, entre-temps, n'a été arrêté. Après la guerre, Antique remerciera les Bretons. On comprend pourquoi. Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est vrai que ce réseau Jade remporte des succès, mais ce sont des succès qui se payent de plus en plus cher. De novembre 43 à juin 44, ceux qui vont tomber dépassent la centaine, nous dit André Kervella dans le réseau Jade, l'intelligence service au cœur de la résistance. C'est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Nouveau Monde. S'il fallait verser dans le romanesque, nous dit André Kervella, on imaginerait une logique dans cette hécatombe avec un premier coup qui se répercute de proche en proche comme une suite de dominos chutant l'un sur l'autre dès la première impulsion donnée. Ce serait négliger la part du hasard, des maladresses, des méprises et des imprudences. Et Claude Lamiraud, lui-même, qui a été à l'origine de tout ça, la cheville ouvrière, lui-même s'épuise, il est traqué par la Gestapo. Le chef du MI6, donc le fameux Dunderdale, veut le rappeler à Londres seulement. Claude n'en veut pas. Mon devoir est de rester à mon poste jusqu'au bout, dit-il. Le 15 décembre 1943, à Paris, il se présente à la réception d'un petit hôtel près de la place Clichy. Il montre à la réceptionniste une fausse carte de police pour pouvoir consulter les registres des clients. C'est une technique qu'on a l'habitude d'utiliser dans le réseau pour vérifier le nom d'un contact avec qui on a pris rendez-vous. Sauf que la réceptionniste se doute de quelque chose et elle va prévenir le commissariat. Et cette fois, c'est un inspecteur, un vrai inspecteur qui accourt, qui interpelle notre jeune espion. Lamiraud dégaine un revolver, il tire, il tue le policier, il s'enfuit et au bout de 100 mètres, il est intercepté par deux agents. Et cette fois, c'est fini. Il va être emmené dans les locaux de la police antiterroriste. Il donne une fausse identité. Ça marche, on le prend pour un communiste, ce qui ne manque pas de sel quand vous connaissez tout son passé. Et ce sont les Allemands qui vont parvenir à l'identifier en recoupant leurs propres renseignements. Et là, ça va être la torture, des tortures atroces, le supplice de la baignoire, etc. Et toutes sortes de manipulations. Il fait l'impossible, Claude, pour sauver le réseau, mais ce serait sans compter avec le travail pointilleux, brutal d'une Gestapo devenue extrêmement efficace et qui a réussi à infiltrer des agents dans les réseaux et qui possède maintenant pas mal de renseignements, elle aussi. Gestapo qui décide à ce moment-là de décimer littéralement le réseau Jade. Franck Ferrand sur Radio Classique. En janvier 44, le nouveau chef s'appelle Paul Fortier. Il est arrêté à son tour dans un restaurant près du Louvre et 2 jours plus tard, c'est Pierre Antique qui est pris dans un café de la place Saint-Placide. Et en avril 44, Denise Lamiraud va être dénoncée par un nouvel opérateur radio qui cède à la police. Elle était encore secrétaire de ce réseau Jihad Fitzroy. Chez elle, les enquêteurs trouveront un registre des allocations versées aux membres permanents du réseau avec tous les noms de code. Elle tenait ce registre parce que le MI6 exigeait une comptabilité précise, mais c'était d'une imprudence incroyable, ça. Et là, parce que là, ça va être l'hécatombe, bien sûr, quand on a la liste, c'est beaucoup plus simple. En décembre 43, au total, entre décembre 43 et la libération, donc à l'été 1944, ce sont 170 membres du réseau qui vont être capturés. L'un d'eux, Jacques Chouamet, dira « Au cours des interrogatoires, ils en savaient plus que moi ». Oui, on peut dire que là, l'opération de renseignement s'est complètement retournée. La plupart de ces prisonniers vont être déportés à Dachau. Le 3 juin 1944, un dernier pick-up est organisé par Jade Amicol qui poursuit l'action de l'autre côté. Et puis, ça va être le débarquement, largement préparé grâce à tous ces renseignements collectés depuis tant d'années. C'est important de le dire pour que vous ne pensiez pas que c'est pu être fait tout ça en pure perte. Loin de là, les sacrifices n'ont pas été vains. Gilberte Champion, Claude et Denise Lamiraud, Pierre Antique, Paul Fortier rentreront des camps, mais oui. Et Claude Lamiraud, néanmoins, mourra quelques jours plus tard dans un accident de voiture. Il sera fait néanmoins, bien sûr, compagnon de la libération. Il sera d'ailleurs le seul parmi les chefs de ce réseau britannique, le seul à avoir reçu la plus belle des décorations françaises. Vous écoutez Radio Classique.